Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live en coulisses organisé par Chance. Je vois qu'on est nombreux aujourd'hui, donc merci à tous de votre intérêt. Donc c'est la semaine des live métiers en coulisses pour découvrir aujourd'hui le métier de Julie. Donc, bonjour Julie et merci d'avoir répondu à un grand oui pour donner 30 minutes de ton temps pour aider les autres. Bonjour Alizé et bonjour à toutes et tous. Pour me présenter très très rapidement, parce qu'on n'est pas là pour parler de moi, moi c'est Alizé, je travaille chez Chance, je suis heureuse de découvrir avec vous la voie professionnelle de Julie. Le but de ce live, c'est qu'il soit interactif. Donc, vous, sentez-vous libre de poser toutes vos questions dans le chat. Moi, je pourrai les transmettre à notre invité. Et pour commencer, d'ailleurs, en attendant que tout le monde se connecte, moi, ce que je vous propose, c'est de nous dire dans le chat d'où vous nous écrivez. C'est toujours sympa de voir d'où vous êtes. Moi, par exemple, je suis des Yvelines. Voilà, j'ai participé. Et du coup, pour commencer un peu en intro, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chance, on est une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour aider chacun à trouver sa place dans le monde du travail. Donc, on a plusieurs programmes. Le plus connu, c'est le bilan de compétences. Et dans cette méthode, à un moment, on vous propose justement d'aller vous confronter à la réalité des métiers. Et c'est ce qu'on va vous proposer toute cette semaine de Live Métier. Explorer ensemble plus de 50 métiers. Alors, Julie, est-ce que tu veux nous expliquer dans les grandes lignes ton parcours et comment tu es arrivée à être cofondatrice de Pollen? Avec plaisir. Alors, tout d'abord, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis dans un coworking du coup, il y a un petit peu de bruit autour de moi. Donc j'espère que ça ne vous dérange Très pas. bien. Eh bien, génial. Donc, moi, je suis Julie, je suis la cofondatrice et CEO de Pollen. Précédemment, en fait, j'ai fait une école de commerce. En sortant d'école de commerce, moi, j'ai voulu travailler dans les médias. J'ai toujours été intéressée, passionnée par les enjeux de comprendre le monde qui nous entoure, décrypter ces grandes tendances et permettre à toutes et tous de s'informer et d'apprendre un peu plus tard avec Pollen. Donc ça a toujours été un driver et une ligne conductrice chez moi. J'ai démarré chez Canal+, où j'ai travaillé pendant quasiment 4 ans et au marketing et à la stratégie. J'ai quitté Canal+ pour aller aux Échos, où là, je me suis occupée de différents médias consacrés notamment aux entrepreneurs, les éco-entrepreneurs, les éco-business, capital finance. Et j'ai créé un média qui s'appelle les EcoStart pour aider les jeunes à s'orienter dans la vie professionnelle. Je pense que ça fait pas mal écho au sujet et au positionnement que vous avez chez Chance, d'aider tout un chacun à faire des choix qui lui ressemblent. Parce que je pense que c'est un driver très fort. J'avais été marquée dès le début par une enquête qu'on avait faite auprès des jeunes. On leur disait, bah, OK, vous, c'est quoi vos attentes vis-à-vis de la vie professionnelle? Et une des réponses avait été, moi, la vie professionnelle, c'est un peu la jungle, ça me fait peur, et c'est pas quelque chose qui m'attire. Je veux juste que ce soit un truc de très alimentaire pour me permettre de mener mes passions à côté. Moi, c'est pas ma conception de la vie professionnelle. Moi, je pense qu'on peut s'épanouir dans sa vie professionnelle et en tout cas que c'est quelque chose qu'on doit rechercher. C'est pas toujours simple et c'est pas toujours rose la vie professionnelle, mais en tout cas, on doit toujours chercher à ce que ce soit un facteur d'épanouissement par les missions qu'on a, par la culture de la boîte, par la trajectoire qu'on y a, par l'impact qu'on a, etc. Donc, bref, c'était tout le propos des EcoStart que j'ai créé il y a à peu près 10 ans maintenant. Et après, j'ai rejoint l'aventure Vivatech. Vivatech, c'était une joint venture entre les Échos et Publicis. Et donc, j'ai participé dès les premiers jours à la constitution de la joint venture. Puis, j'ai dirigé Vivatech pendant quasiment 7 ans derrière, jusqu'à il y a 2 ans. Donc, Vivatech, c'était devenu en 7 ans le plus grand événement consacré à la tech et aux startups en France, où l'ambition, c'était de permettre des collaborations entre des startups et des grands groupes, de présenter des innovations, permettre aux startups de trouver des investisseurs, des clients, permettre aux grands groupes de trouver des partenaires avec lesquels mener à bien leur transformation digitale, et puis s'inspirer avec des grands speakers. Donc c'était une aventure géniale pendant 7 ans. Une nouvelle aventure d'intrapreneuriat. Donc les EcoStart, c'est de l'intrapreneuriat. Vivatech, c'est à nouveau de l'intrapreneuriat. Et puis après, j'ai eu envie de me lancer complètement sans filet cette fois, donc dans une vraie aventure entrepreneuriale, toujours autour d'un thème, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui m'était cher, de
comprendre le monde qui s'entoure et se préparer et se doter un peu de toutes les compétences pour construire le monde de demain. Et donc, j'ai créé Pollen avec mon associé Olivier Xu pour permettre à toutes et tous d'apprendre tout au long de la vie professionnelle de ce qu'on considère être de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire en apprenant directement de professionnels en poste. Aujourd'hui, la compétence a une durée de vie très courte. On est sur 18 à 24 mois de compétences. Quand il y a 30 ans, c'était à peu près 30 ans, on apprenait un truc et Ouais. on pouvait se reposer dessus pendant 30 ans. Aujourd'hui, on a Ouais. besoin de remettre son savoir-faire, même son savoir-être à jour en permanence. Et en fait, cette compétence, elle s'invente sur le terrain. Et donc, nous, ce qu'on fait chez Pollen, c'est qu'on va identifier des très bons experts de cette compétence-là et on va les accompagner pour devenir formateurs en parallèle de leur activité professionnelle. Et on forme pas mal de talents dans des entreprises, de L'Oréal, Doctolib, de petites startups, sur des sujets comme comment on construit un produit à base d'intelligence artificielle, comment on donne un bon feedback, comment est-ce qu'on construit une roadmap produit. Enfin, on couvre 7 thématiques qui correspondent un peu aux compétences de demain et qui sont très orientées sur les sujets data IA et sur les sujets leadership soft skills, qui sont un peu les deux grands types de compétences sur lesquels il y a urgence à se former en permanence. Ouais. Ben, merci beaucoup pour ce panorama. Ça nous donne une bonne compréhension de comment tu en es arrivé là. On a une question de Marie qui tombe à pic, puisque c'est le moment de ton récit, du coup, où c'est pertinent. Marie demande comment tu as réussi à sauter le pas de monter ton propre projet entrepreneurial, notamment avec la crainte d'instabilité financière des débuts du projet. Ouais, j'ai pas mal réfléchi parce qu'effectivement, j'avais un très bon poste à Vivatech, dans une dynamique en plus dans un contexte où l'événementiel repartait. Je suis partie au moment où, juste avant, il y avait eu la crise du Covid et du coup, pendant 2 ans, c'était quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup de challenges. Et là, ça faisait 2 ans qu'on avait relancé, remis Vivatech sur des rails et que l'événementiel repartait en flèche. Mais au bout de 7 ans, moi, j'ai eu envie d'un nouveau challenge. J'ai eu envie de faire autre chose. Et après avoir accompagné les entrepreneurs pendant quasiment 10 ans au travers de mes différentes expériences professionnelles, j'ai eu envie d'apprendre autre chose. J'ai eu envie de me lancer, de vivre cette excitation de créer quelque chose de zéro. La création, je l'avais déjà vécu avec les EcoStart et Vivatech, et moi, c'est des phases que j'adore, où on doit définir une nouvelle offre adaptée à son public, réfléchir à son impact, au sens de ce qu'on fait, poser un cadre et essayer de chercher de premiers clients, de premiers utilisateurs et tout inventer. Enfin, j'aime bien ça, moi, partir d'une feuille blanche. Après, c'était assez challenging parce que du coup, je renonçais à un poste confortable, même si c'est toujours challenging avec ce niveau de responsabilité, mais quand même plus confortable que l'entrepreneuriat. J'avais 2 petits-enfants et là, j'en ai un troisième en chemin. Donc, c'est beaucoup de questionnements et beaucoup de réflexion, mais honnêtement, moi, je suis très heureuse du choix que j'ai fait. Je pense que j'ai aussi eu la chance de pouvoir m'appuyer sur mon mari qui m'a toujours soutenue dans les choix que j'ai faits et avec qui j'ai toujours hyper bien réparti aussi les tâches. Et ça, je pense que c'est d'avoir ce soutien au quotidien, je pense que c'est hyper important. Je pense que j'ai choisi un projet qui me plaisait et dans lequel je voyais du sens, de l'impact et où j'allais pouvoir apprendre ce qui était un de mes drivers. Et je pense que j'ai fait aussi les bons choix d'association. Parce que, en fait, avec son associé, on partage sa vie tous les jours de 9h à 19h, 20h. Donc, ça fait des grosses journées. Et avoir Ouais, ça quelqu'un me en fait qui on a. beaucoup, hein, avec qui s'associe. Ouais, exactement. Mais l'association, je pense que ça permet à la fois de partager un peu la charge mentale, de se stimuler, de se challenger aussi, parce qu'en plus, on a des personnalités et des qualités qui sont très différentes. Donc, on apprend aussi beaucoup l'un de l'autre. Donc, ouais, je dirais bon contrat familial avec son compagnon, sa compagne. Euh, Faire des choix dans lesquels on sait qu'on va s'épanouir parce que et qui nous plaisent. Enfin, tu vois, faut vraiment que le service que tu développes, le produit que tu vendes, la mission que tu as derrière, ce soit un truc qui te donne envie de te lever le matin parce que il y aura des obstacles, il y aura des moments difficiles. Donc, faut vraiment que tu y crois. Et 3, ouais, l'association et l'équipe. Et après, dans l'équipe,
typiquement été rechercher quelqu'un avec qui je travaillais, 2 personnes avec qui je travaillais déjà, dans le passé, en qui j'avais une confiance absolue et c'est génial de pouvoir s'appuyer sur, des piliers comme ça et aujourd'hui, on est une équipe de 10-11 personnes, de personnes géniales et qui font que, du coup, l'aventure entrepreneuriale, se passe bien et c'est un plaisir tous les matins, de co-construire Pollen avec toute l'équipe. Ouais, trop bien. J'allais te poser une question, mais en fait, tu y as pas mal répondu. J'allais te demander, est-ce que tu as eu des hésitations avant de te lancer? Mais en fait, dans ce que tu as raconté, tu avais déjà vérifié que tu étais bien entourée, en fait. Donc finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu tant d'hésitation que ça. Tu avais un projet qui te bottait, tu avais un contrat familial stable et un bon soutien, tu étais entourée des bonnes personnes. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas Ouais, t'en as forcément au début parce que, tu vois, en parallèle, tu es approché par des boîtes qui te proposent de... des jobs beaucoup plus stables, avec un tout autre niveau de rémunération, etc. Mais à la fin, je pense qu'il faut vraiment que tu dises, OK, c'est quoi ce dont j'ai envie aujourd'hui et c'est quoi mes drivers? Et puis, faut pas Ouais, hésiter, je pense, quand il y a des hésitations. ouais, J'en ai fait à ce moment-là, j'ai passé quelques entretiens, j'ai j'ai réfléchi, j'ai beaucoup échangé aussi avec d'autres entrepreneurs pour un peu peser le pour et le contre, et essayer de me projeter dans les deux typologies d'aventures. Donc je pense que quand on hésite, faut aller à la rencontre des autres, poser des questions. C'est un peu ce que vous faites aujourd'hui avec ce genre d'atelier, hein. Mais exactement. parce que ça aide à se projeter et à lever Tout à fait. les derniers risques. Et après, il n'y a pas de vérité ultime. Enfin, je dis pas que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Non, En bien fait, sûr. c'est en fonction de ce dont on a envie et du moment aussi. Enfin, il y a aussi des moments de vie, je pense. Mmh. Ouais, oui, c'est vrai. C'est une question de timing aussi. Il y a une question de Lola, mais je vais la pimenter un peu. La question de Lola, c'est à quoi ressemble ton quotidien? Mais moi, j'aimerais savoir à quoi ressemblait ton quotidien quand tu as démarré et à quoi ressemble ton quotidien maintenant, parce que je pense que ça a pas mal évolué déjà en quelques années. Ouais, ouais, ça a pas mal évolué. Quand j'ai démarré, tu veux dire Pollen ou quand j'ai démarré Pleine, ouais. Ouais, quand j'ai démarré Pollen il y a 2 ans, mon quotidien, ça a été assez, beaucoup de recherches et beaucoup de travail un peu en solitaire, alors que pour le coup, j'aime pas du tout travailler en solitaire. Donc, il a fallu qu'au début, je trouve des palliatifs à ça. Parce qu'au début, j'ai cofondé Pollen avec Olivier Xu, dont je parlais tout à l'heure, et Vincent Huguet, qui est le fondateur de Malte, qui lui était toujours, et est toujours d'ailleurs, et vocation à rester CEO, co-CEO de Malte. Donc, qui avait plus un rôle de conseiller, mais qui n'était pas dispo en permanence pour faire du ping-pong avec moi, loin de là. Donc, moi, je faisais beaucoup de recherches un peu documentaires, veille, pour bien comprendre le marché de la formation, puisque je ne venais pas du marché de la formation. Donc, déjà, il fallait comprendre comment il était organisé, structuré, quelles étaient les forces en présence, à quoi ressemblait le marché. Beaucoup d'interviews avec des clients pour bien comprendre leurs besoins, parce que quand on monte une boîte, le premier truc duquel il faut partir, c'est quel est ce qu'on appelle le pain de son utilisateur, donc quelle est euh, la chose, les choses dont ceux qui vont utiliser, consommer notre produit ou notre service ont le plus besoin et les obstacles qu'ils rencontrent aujourd'hui. En l'occurrence, dans la formation, c'était aujourd'hui, moi j'ai du mal à former mes équipes parce qu'elles ont fait des formations qui étaient déceptives et pas à la hauteur de ce qu'elles attendaient. Souvent, les formations sont éloignées de la réalité et pas assez Mmh. concrètes. Donc, on repart de tout ça pour avoir une très bonne compréhension et des forces en présence sur le marché et des attentes de ces potentiels utilisateurs. Et puis après, ça a été de rechercher Olivier, qui est rapidement, quelques semaines, mois après, est devenu mon associé. Mais ça m'a pas mal occupé parce que faut faire un peu d'introspection et se dire, OK, est-ce que je suis prête à monter le truc toute seule ou est-ce que j'en ai pas envie? Moi, j'ai rapidement su que j'en avais pas envie, que j'avais envie d'une aventure collective. Donc, au début, beaucoup de compréhension du marché, de rencontres pour constituer une première proposition de valeur, avoir des convictions fortes sur son produit et structurer le premier noyau dur avec ne serait-ce que mon associé. Aujourd'hui, mon quotidien, on est 11, donc et on commence à être beaucoup plus structuré. Ça fait un peu plus d'un an qu'on s'est lancé. Mmh. Moi, je fais beaucoup de commercial.
Ouais. Et on fait beaucoup ça dans les premières années d'une boîte. Ouais. Donc, Ouais. de prospection de clients et de suivi de projets qu'on a confiés à des clients. Pas mal de marketing et de communication aussi pour faire connaître Pollen, donc organiser des événements, participer à des événements pour faire découvrir nos formations. Et puis après, il y a un sujet de management d'équipe et de définition de la stratégie. Donc, bosser sur la partie financière, sur le BP de Pollen, vérifier qu'on est on track, réfléchir aux modalités de financement, réfléchir à comment est-ce qu'on va faire grandir l'équipe, à quelle fréquence. Et par rapport aux aventures d'intrapreneuriat que j'avais vécues avant, le sujet financier prend forcément plus de place, puisque on n'est pas juste... Avant, j'avais un budget à respecter et c'était hyper important et je le prenais très à cœur, mais il n'y a pas de problème de trésorerie à la fin. Là, concrètement, si je respecte pas le budget que j'ai fait en début d'année, je ne peux pas payer les salaires. Donc, c'est un sujet qui prend forcément beaucoup plus de place dans le quotidien, qui conduit à être, qui peut conduire à être plus prudent. Et en même temps, on sait que dans l'entrepreneuriat, parce que la différence, c'est sa capacité à innover et différencier. Donc, il ne faut pas être trop prudent non plus et pas avoir peur de ça. Donc, il faut trouver le juste équilibre et le faire conjointement avec son associé. Donc, je dirais aujourd'hui que dans mon temps, c'est 60% commercial, 20% marketing, communication, et le reste, c'est strat, finance et définition un peu du cap pour les équipes. Ok, top. Merci de nous donner la répartition. Ça donne une bonne idée en camembert de tes journées. Ouais. Ça permet de bien visualiser. Merci. Top. Eh ben, écoute, super. On a une question de Florian qui demande les entrepreneurs que tu as rencontrés, est-ce que c'était via ton réseau Vivatech ou est-ce que tu as des conseils pour trouver des entrepreneurs avec qui discuter? Effectivement, mon réseau Vivatech a pas mal aidé, puis le réseau de mon école aussi, parce qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs autour de moi. Après, moi, je crois beaucoup que l'événementiel, honnêtement, c'est une des meilleures manières de faire des rencontres. Donc, c'est participer à Vivatech, participer au salon des entrepreneurs, participer à des meet-up qui sont régulièrement organisés, aller à la rencontre aussi des incubateurs et des accélérateurs. Il y a il y a Paris Samco à Paris, enfin, il y en a vraiment beaucoup des incubateurs qui font des portes ouvertes pour présenter les projets, pour aller à la rencontre des entrepreneurs. Donc, honnêtement, ça, c'est un point qui est, faut rechercher un petit peu sur LinkedIn. Mais en cherchant ces événements-là et en passant par la porte des incubateurs accélérateurs, il y a possibilités de faire de très belles rencontres. Et puis après, les entrepreneurs, de temps en temps, il ne faut pas hésiter aussi à les solliciter directement via un mail, via un petit LinkedIn. Pour leur... qui répondent oui pour filer un coup de main, un coup de pouce. Ouais, faut être assez précis sur sa demande. Et c'est pas... je reçois souvent des messages, il y en a certains où tu te dis, bon, en fait, je sais pas du tout ce qu'ils en attendent et ça a l'air d'être un peu un message qui a été envoyé à 150 personnes. Ou alors si, en fait, tu as envie de... tu réfléchis à un projet sur lequel l'expertise de la personne à qui t'écris a beaucoup de sens et que tu justifies un petit peu ton truc, là, oui, je pense que les entrepreneurs dégagent du temps parce que ils ont tous aussi construit leur projet et grandi comme ça. Ouais, je vois. Nous, on a un programme d'entraide, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle 3 minutes pour les autres. Vous en avez peut-être entendu parler, vous qui nous écoutez aussi aujourd'hui. Et c'est vraiment ce même principe, c'est-à-dire que formuler un besoin précis, moi, je cherche un contact dans tel domaine ou je cherche une info sur tel sujet ou un retour d'expérience sur telle formation, j'en sais rien. Et en fait, nous, on va pousser la demande de renseignement auprès de la bonne personne, ce qui garantit aux gens d'avoir pouvoir via les membres de la communauté d'entraide, en fait, d'avoir la bonne personne au bon moment. Donc, je suis assez alignée avec toi sur le fait qu'à partir du moment où on exprime clairement son besoin, la personne qui va se sentir concernée va pouvoir dégager quelques minutes pour nous renseigner et plutôt que de faire un message générique comme ça à plein de personnes sans personnalisation et sans cibler. Enfin, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Du coup, j'en profite pour vous dire que si vous aussi vous souhaitez rejoindre la communauté d'entraide, je vais vous mettre le lien d'ailleurs. C'est complètement gratuit et ouvert à tous. Je le fais maintenant parce que sinon j'ai peur d'oublier et ça peut servir à tout le monde. Je vous mets le lien dans le chat. Voilà, vous pouvez devenir membre
et bénéficier de ce programme 3 minutes pour les autres, qui est une newsletter qui va pouvoir vous porter en fait votre demande d'aide auprès de la bonne personne directement parmi les membres Chance. Voilà, j'ai fini ma petite parenthèse. Il y a une question de Lucille qui demande comment est-ce que tu vois le futur de Pollen? Lumineux, je l'espère. Okay. Je le vois très enthousiasmant. On est encore au tout début. Enfin, en fait, comme ça fait 1 an que tu as lancé ta boîte, tu es vraiment au tout début. Donc, le futur, je le vois avec une accélération de notre développement. Je l'évoquais tout à l'heure, en accentuant encore notre développement sur ce que sont les compétences de demain. Donc, encore beaucoup plus de formation sur l'intelligence artificielle, à la fois sur comment est-ce qu'on s'en empare et comment est-ce que ça nous aide au quotidien à être plus productif, mais aussi quelles nouvelles opportunités ça peut générer pour mon métier et pour mon secteur d'activité. Parce que du coup, je pense que apprendre et se former sur l'IA, ça va devenir un peu une compétence de base qui sera demandée par toutes et tous. Et franchement, un peu quel que soit le métier qu'on fait demain. Et en parallèle de ça, ça renforce le besoin de se former à tout ce qui sont les compétences les plus humaines et ce qui nous différencie de la machine. Donc, apprendre à renforcer notre esprit critique, notre créativité, notre capacité d'innover, notre capacité à emmener des équipes, à les inspirer. Donc, le futur de Pollen, je vois pas mal structuré autour de ces 2 dimensions-là, avec encore plus de talents qu'on accompagnera en France et dans le monde entier, et sur des programmes de plus en plus ambitieux dans les prochains mois et les prochaines années. C'est hyper inspirant ce que tu dis, ouais, je comprends très bien, effectivement, renforcer le côté humain, ce qui nous rend du coup précieux dans une entreprise, ça va être de plus en plus important de le valoriser, parce que personne n'a envie d'être remplacé par une IA ou un programme pour faire du créatif, parce qu'il nous laisse le temps de faire des lessives, par exemple. Enfin voilà, c'est un peu l'idée, c'était censé être l'inverse. On était censé avoir la vie facilitée pour avoir plus de place sur des tâches intéressantes, justement. Donc, on va faire en sorte que ça se fonctionne comme ça. Bon, bah, super, en tout cas. Moi, j'ai une question. Et d'ailleurs, on a encore quelques minutes. Donc, s'il y a jamais il y a des dernières questions, surtout, allez-y. Hein, c'est le moment parce qu'il nous reste 5 minutes de live. Moi, ma question, c'est quel conseil / mise en garde tu donnerais à quelqu'un qui est sur le point qui contemple de lancer une aventure entrepreneuriale d'une ampleur similaire? Tu vois, je ne parle pas juste de créer un statut micro-entreprise, etc. Vraiment, je te parle de lancer un projet comme ça. C'est quoi tes top conseils, quoi? Le premier, déjà, je dirais choisir une mission dans laquelle on croit et pour laquelle on sait qu'on est capable de donner au moins les 10 prochaines années de sa vie. Donc, il faut que le secteur nous intéresse. Moi, j'ai vu des amis entrepreneurs se lancer plus au début par opportunité sur le marché ou avoir un regard très analytique en fait de la situation. Et je pense qu'en fait, il faut y mettre un peu ses tripes, il faut y mettre un peu de passion. C'est le cas de la plupart des entrepreneurs. Mais je pense que c'est un vrai facteur clé de succès. Le deuxième, c'est être capable d'y consacrer du temps, ne pas être trop impatient au début, et être capable de renoncer à potentiellement certains autres trucs qu'on faisait jusqu'à présent. Je vais peut-être un peu moins au cinéma qu'avant, je lis un peu moins qu'avant, et je bosse un peu plus le soir qu'avant, mais je pense que c'est temporaire et que comme j'aime ce que je fais, du coup, ça se passe très bien. Troisième, et c'est pas forcément dans l'ordre, hein. Troisième, c'est bien s'entourer, avec qui on s'associe et qui sont les premières personnes de l'équipe qu'on recrute, parce que c'est ce qui va définir la culture d'entreprise qu'on crée, avec qui on co-construit, et vraiment faire un projet collectif. Des gens avec qui on a confiance, des gens qui partagent la même vision que nous, des gens à qui on peut tout dire, sur lesquels on peut s'épauler, s'appuyer et qui vont avoir plein de bonnes idées pour faire grandir le projet. Je dirais que c'est ça. Et après, réfléchir, après, non, il y a quand même un quatrième truc, c'est faire un BP un peu costaud et s'assurer que, prendre les bons conseils pour s'assurer que le modèle qu'on est en train de concevoir
a la possibilité soit de se faire financer, soit de s'autofinancer. Parce qu'il faut se lancer dans un truc qui est viable. Et de plus en plus, je pense que les modèles d'autofinancement qui sont capables d'atteindre l'autofinancement dans pas trop longtemps sont des modèles intéressants à regarder. Déjà, je pense que c'est plus sain économiquement. Et en plus, en tant qu'entrepreneur, ça t'aide aussi à... T'as une petite charge mentale en moins de savoir que potentiellement, tu es capable d'autofinancer ton projet et que tu n'es pas 100% dépendant d'investisseurs extérieurs. Ouais, carrément. J'ai pris des petites notes pour qu'on ait bien ça en tête. Donc, je récapitule les top conseils du coup de Julie. Donc, on a, pas forcément dans l'ordre, mais en tout cas, il y a avoir un sujet qui relève une certaine passion, en tout cas qui nous motive, quelque chose dans lequel on croit profondément. Avoir la patience de laisser le projet se mettre en place et pas forcément vouloir aller trop vite parce que c'est des choses qui peuvent prendre un petit peu de temps. Il faut rester accroché. On a aussi être bien entouré avec des personnes qui ont la même vision et avoir surtout des relations de confiance, ça va être super important. Et ensuite, faire un business plan solide et être bien conseillé sur le sujet. Voilà, exactement. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Je crois qu'il y a une question qui vient d'apparaître. Ah, et bien justement, Marie demande auprès de qui ou quel type d'acteur est-ce que tu as fait valider ton BP pour te rassurer sur la viabilité du projet? Je pense que tu peux pas mal aller voir des incubateurs, accélérateurs qui peuvent t'aider là-dessus. Tu peux aller voir aussi quelques investisseurs. Nous, on a challengé notre BP avec des investisseurs, y compris des investisseurs qui n'étaient pas des investisseurs de pollen, mais qui connaissent bien le secteur d'activité et qui peuvent du coup apporter un regard critique et éclairé des autres boîtes qu'ils ont vues dans ton secteur dans le passé. Et après, nous, à un moment, on a même pris un freelance pour nous aider, parce qu'un BP dans l'univers de la formation, ça peut être assez complexe, parce qu'il y a plein de spécificités. On a pris aussi un freelance à un moment pour faire 2 jours de conseils sur le sujet et nous aider à vraiment bien baquer le sujet. Ok. Bah, merci beaucoup pour Marie, du coup, qui se renseignait là-dessus. Je m'octroie le privilège de la dernière question, du coup, avant qu'on remballe. Est-ce que, Julie, tu peux repenser à la Julie juste avant que Pollen soit créée? Tu la vois, ça y est, tu t'en souviens? Bon, je te visualise. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, 1 an et demi, 2 ans, si j'ai bien compris. Si tu pouvais lui dire une chose, tu lui dirais quoi? Tu pouvais remonter le temps et tu as quoi, 30 secondes avec elle, ou même pas, qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, je pense que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était le moment où j'hésitais encore pas mal et je me posais 1000 questions. Je lui redirais, vas-y, fonce. Ça va être challenging, parfois épuisant, mais c'est génial parce que tu vas apprendre 1000 trucs, tu vas rencontrer plein de nouvelles personnes, tu vas t'associer et fonder une équipe de gens avec qui tu es hyper heureuse de travailler au quotidien. Donc, vas-y, sans hésitation. Trop chouette, génial. Voilà. Merci beaucoup, Julie. En tout cas, on arrive. Merci beaucoup, Alizée. Merci à toutes et tous. Avec grand plaisir et merci à tout le monde pour votre écoute, vos questions. Ce live sera disponible en replay pour toutes les personnes qui étaient inscrites à l'événement. Et dans quelques jours, il sera aussi mis à dispo sur YouTube. Donc, si jamais vous souhaitez partager ce live à un proche que ça peut intéresser, vous pourrez transmettre directement le lien sur la page YouTube de Chance. Je vous remets le lien de l'entraide si vous souhaitez participer à 3 minutes pour les autres. Je rappelle que c'est ouvert à tous, c'est gratuit et ça permet de se filer des coups de pouce mutuellement dans les 2 sens. Un grand merci, Julie, encore. Bonne journée à tous et c'est parti pour la suite de cette semaine de Live Métier. Au revoir Julie, au revoir tout le monde. À bientôt, au revoir.